Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'accueille à nouveau Catherine Terré qui est oncologue au centre Léon Bérard. Bonjour à tous, je suis donc Catherine Terré, je suis oncologue médicale au centre Léon Bérard depuis plus de 20 ans et je travaille en partie sur la recherche clinique dans l'unité de phase clinique précoce et puis ma deuxième activité c'est m'occuper des cancers du sein chez les femmes âgées. On avait déjà reçu Catherine sur notre chaîne il y a un petit peu de temps sur tout le parcours de développement des médicaments et l'approbation des molécules, qui a été très intéressant. Et aujourd'hui, on va sur un sujet orienté un peu plus pour les patients, un sujet vraiment complet et intéressant sur tout le parcours thérapeutique du patient, avec différentes phases de l'orientation diagnostique jusqu'au suivi post-traitement. Donc voilà, on va décortiquer un petit peu ces différentes phases avec Catherine. Avec plaisir, oui. Je vais vous parler essentiellement de l'expérience de notre mode de fonctionnement ici, qui est probablement assez similaire aux autres unités de phase clinique précoce. En premier lieu, les patients nous sont adressés par leur oncologue habituel qui, à un moment donné, dans le parcours de soins, se pose la question de possibilité d'un accès dans un essai de phase clinique précoce pour des molécules un petit peu innovantes. Avant de rencontrer le patient, l'oncologue référent nous adresse un dossier pour nous demander si, dans la situation de son patient, il y a éventuellement une possibilité de discuter d'une participation dans un essai de phase clinique précoce. Donc ce dossier est discuté en réunion. On a une réunion hebdomadaire où on revoit toute situation adressée par nos collègues pour vérifier si il existe un essai clinique qui soit disponible pour cette personne. Donc ce dossier doit quand même contenir un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'emblée de proposer des essais de façon adéquate. On a besoin de savoir un petit peu le type de tumeur, éventuellement des caractéristiques moléculaires, le parcours en termes de traitement, quelques idées sur les pathologies associées, sur un peu de données biologiques. Et puis, au minimum, le compte-rendu d'un scanner récent ou, dans les meilleures situations, voir complètement l'imagerie pour pouvoir nous-mêmes regarder un petit peu les dossiers. À partir de ces différents éléments, on peut savoir si, dans les essais cliniques qui sont disponibles dans notre établissement, un ou deux peut correspondre à la situation de la personne. À ce moment-là, on peut convoquer la personne pour la rencontrer physiquement et avoir un premier contact qui permettra de pouvoir avoir une vision plus précise de l'état de forme de la personne, de son parcours dans sa maladie. Est-ce que c'est une maladie qui est progressive? Est-ce qu'elle donne beaucoup de symptômes? Est-ce que la personne est très en forme? Quels médicaments autres elle peut utiliser? Quels sont ses autres problèmes de santé? Pouvoir avoir une idée aussi sur sa position par rapport à une perspective de participer dans un essai de phase précoce. Déjà pour savoir si c'est vraiment une personne avec qui on peut aller plus loin dans la réflexion ou si d'emblée on observe plusieurs éléments qui ne vont pas aller dans ce sens-là, ce qui permet finalement de réorienter plus facilement le patient vers son oncologue. Si la personne paraît ouverte à cette discussion-là, si sa situation clinique, biologique n'identifie pas d'éléments contraires, à ce moment-là, on peut discuter plus à fond d'une participation dans un essai de phase clinique précoce. Et l'une des premières choses, d'une première information qu'on apporte, c'est de dire à nos patients que ce sont des molécules qui sont en cours de développement. Donc, on n'a aucune garantie sur l'efficacité, sur l'intérêt de cette molécule pour eux à titre individuel. Et on n'a pas forcément la notion de l'ensemble des effets secondaires que peut donner cette molécule. Donc il faut que la personne en face de nous comprenne bien qu'on part dans un projet expérimental et qu'on n'a pas de sécurité sur le résultat d'une participation dans un essai de phase clinique précoce. À partir de là, si on a identifié un essai thérapeutique, passer à la première phase qui est la phase d'information sur cet essai clinique,
où on explique la molécule qui est en cours de développement, les mécanismes d'action s'ils sont connus, le mode d'administration, est-ce que c'est un traitement par voie orale, est-ce que c'est un traitement par voie intraveineuse, à quel rythme, les effets secondaires qui sont déjà identifiés, toute la surveillance qui va être mise en place pour s'assurer de la sécurité du patient pendant sa participation dans l'étude. Il faut savoir que ces essais cliniques de phase 1 sont assez contraignants pour les patients, d'autant qu'ils peuvent habiter assez loin, puisque la surveillance médicale est rapprochée et c'est l'équipe de l'unité qui a l'obligation de faire cette surveillance médicale. Donc ça peut être des visites une fois par semaine pendant 5-6 semaines pour s'assurer que le patient ne développe pas d'effets secondaires qui soient trop importants ou essayer de les prévenir ou de les gérer le plus tôt possible. Il y a des prélèvements sanguins beaucoup plus fréquents dans ce cadre d'études, des prélèvements sanguins faits pour vérifier les grandes fonctions biologiques, vérifier qu'on n'a pas d'effets secondaires sur le plan d'un fonctionnement hépatique ou sur le plan des fonctions hématologiques ou rénales. Et puis d'autres prélèvements sanguins sont faits pour analyser le devenir du médicament dans la personne. C'est ce qu'on appelle nous des études de pharmacocinétique, donc de regarder à quelle vitesse le médicament diffuse dans l'organisme, à quelle vitesse il est éliminé, sachant que ces processus-là sont assez différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas utiliser les données d'autres personnes pour un individu donné. Donc il y a plus de visites médicales, il y a plus de prélèvements sanguins, et puis de plus en plus ces essais de phase clinique précoce intègrent dans les contraintes le recueil d'un échantillon tumoral, donc par biopsie, d'une des localisations tumorales, et la plupart du temps, il y a au moins 2 biopsies qui sont prévues, l'une avant de commencer pour avoir un état des lieux microscopique de la maladie, qui peut avoir évolué par rapport au diagnostic initial, et puis en général la deuxième se fait en début de traitement pour regarder si justement administrer ce traitement va modifier soit les cellules tumorales, soit les cellules qui sont environnantes, notamment lorsque on est sur des essais d'immunothérapie, de voir si on a modifié un petit peu l'aspect des cellules immunitaires qui sont autour des cellules cancéreuses. Donc c'est aussi une autre contrainte que doivent accepter les patients pour participer dans ces essais de phase clinique précoce, et c'est vrai que de plus en plus, ce sont des prélèvements qui deviennent obligatoires. Tu nous as parlé de certaines contraintes, certains examens. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes et examens aussi qui, en fonction des essais, sont requis? En fonction des effets secondaires un petit peu identifiés dans les phases précliniques ou éventuellement dans les premiers patients, il y a des examens complémentaires qui peuvent être ajoutés. Ça peut être des examens cardiaques, notamment des consultations auprès de cardiologues, ou ça peut être pour certaines molécules des examens ophtalmologiques, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines molécules ciblées qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc on peut effectivement avoir en plus des examens cliniques, on va dire standards, des examens biologiques un peu standards, des examens complémentaires qui seront prévus par l'étude. D'accord. Ça fait partie des critères du coup d'inclusion. Voilà, ça fait partie des critères. Il faut que la personne accepte, le rythme des visites, accepte le nombre de prélèvements sanguins, accepte la réalisation des biopsies pour pouvoir participer dans ces essais-là. Et c'est vrai que en France notamment, on est peu nombreux à avoir des unités de phase 1, donc avec des personnes qui peuvent venir de loin et qui vont être astreints à avoir des trajets répétés, souvent notamment dans les premières semaines de traitement. Okay. Donc c'est pour ça que la participation dans ces études est une participation volontaire. Elle doit être acceptée par le patient. Donc j'imagine qu'il y a un recueil du consentement du coup à un moment donné du patient. Voilà, donc une fois qu'on a apporté cette information, ce sont des consultations longues, on l'accompagne d'un document qui a été préparé par le laboratoire qui développe la molécule et qui s'appelle une notice d'information. Qui est un document écrit qui contient plusieurs pages, qui a été relu par des personnes qui ne sont pas du milieu médical pour s'assurer que les termes utilisés soient compréhensibles par tout un chacun. Et on lui demande de prendre connaissance de cette notice d'information, de prendre le temps de la lire jusqu'au bout avant de nous donner son accord définitif. D'accord.
Donc souvent, les patients repartent avec la notice d'information à domicile, prennent le temps de la lire et puis nous recontactent quelques jours plus tard pour nous donner soit leur accord, soit nous informer si finalement ils ne souhaitent pas participer dans cette étude-là. Et en termes de critères, est-ce qu'il y a des critères, j'imagine, d'âge par exemple ? La plupart des essais cliniques de phase précoce sont ouverts à partir de 18 ans. Il n'y a pas de limite d'âge maximale. Okay. Ces limites d'âge maximale a été supprimée il y a maintenant, je dirais peut-être une vingtaine d'années, parce que du coup ça excluait les patients âgés de ces essais. Et en fait, le cancer arrive également, se diagnostique également chez les sujets âgés. Et donc, on a besoin de connaître aussi l'effet du médicament, quel que soit l'âge. Donc, il y a une limite d'âge sur le critère majeur. Il y a des essais qui peuvent être ouverts chez les adolescents, jeunes adultes. Donc, ce sont des essais souvent gérés par nos confrères pédiatres. Et après, nous, on est sur des essais chez les adultes, donc au-delà de 18 ans. OK. Et puis les autres critères dépendent un petit peu du mécanisme d'action de la molécule, mais en règle générale, il faut des paramètres biologiques, pas tout à fait dans la norme, mais proches de la normale, peu de pathologies associées. On a des critères sur la qualité notamment cardiaque ou d'autres critères de ce type-là. Et puis un autre élément éventuellement bloquant, notamment pour les thérapies par voie orale, c'est les interactions médicamenteuses potentielles avec le traitement habituel du patient. Il y a certains médicaments qui sont interdits, strictement interdits pendant l'étude, oui. D'accord. Voilà, c'est à peu près les critères d'exclusion principaux d'un essai thérapeutique. Et puis, il faut que le patient soit en capacité de respecter les critères et soit en capacité de donner son consentement. Voilà. Après, donc une fois qu'on a fait cette information, que le patient a pris le temps de réfléchir, on passe à la deuxième étape qui est le recueil du consentement, comme tu le soulignais tout à l'heure. Donc, ce recueil de consentement se fait au cours d'une consultation face à face avec le médecin, fait par la signature d'un document qui s'appelle un formulaire de consentement éclairé, qui est souvent à la fin de la notice d'information. Et est-ce qu'il y a une durée minimale imposée sur un temps de réflexion pour le patient à partir du moment donné où il a reçu l'information sur l'essai clinique et à partir du moment donné où il a son rendez-vous pour signer le consentement éventuellement ? Alors je dirais réglementairement non, mais dans la mesure où ces essais de phase clinique précoce ont des places limitées de traitement, qu'on ait souvent plusieurs centres à gérer l'essai, il est clair qu'il faut qu'on soit réactif. Et je dirais qu'une durée de réflexion de quelques jours, moins d'une semaine est souvent recommandée de façon à ce qu'on puisse ne pas pénaliser d'autres patients qui pourraient être aussi candidats à cette étude-là. Donc il faut quand même que la personne qu'on rencontre se positionne assez rapidement. Et donc ensuite, après ce recueil du consentement, alors après le recueil du consentement, on passe dans une deuxième étape qui est ce qu'on appelle la phase de sélection, qui en anglais ils disent la phase de screening, mais voilà, si on veut être francophone, c'est la phase de sélection. C'est une étape où on va refaire les examens demandés par le protocole. Donc c'est souvent refaire une prise de sang après signature, vérifier que l'imagerie, qui est souvent un scanner, n'est pas trop ancienne, pour pouvoir avoir quand même un examen de référence qui corresponde à la situation présente du patient. Et puis, c'est dans cette période-là où, si une biopsie est prévue, va s'organiser la biopsie qui se fait la plupart du temps par notre équipe de radiologie interventionnelle sous anesthésie locale, en général en ambulatoire. Donc c'est cette phase de sélection, elle est souvent assez souple en termes de durée. Les essais thérapeutiques prévoient souvent entre 3 et 4 semaines pour pouvoir faire l'ensemble de ces examens. Et on doit attendre le résultat de l'ensemble de ces examens, notamment les examens biologiques et radiologiques, pour valider la candidature du patient, pour vérifier ce qu'on appelle son éligibilité, c'est-à-dire que tous les critères d'inclusion et d'exclusion sont bien remplis et de façon correcte pour le patient. Donc voilà, c'est une phase qui est un peu de transition, qui est parfois pas toujours bien acceptée par les patients parce qu'elle prend parfois un petit peu de temps, mais on essaie de la réduire à 2 semaines. Et puis, de toute façon, par rapport aux traitements antérieurs qu'ils peuvent avoir, il y a une période nécessaire d'arrêt du traitement antérieur pour pouvoir éliminer la molécule
et avoir récupéré les effets secondaires. Et c'est souvent un minimum de 2 semaines, parfois 3, ça dépend un petit peu des molécules utilisées. Donc cette phase de sélection permet aussi de faire cette transition entre l'arrêt du traitement et le début du traitement expérimental. Okay. Donc c'est une phase importante. On informe le patient au tout début qu'il arrive parfois que dans cette phase de sélection, on peut identifier un élément qui va devenir un critère d'exclusion et qui va empêcher la poursuite du processus et de ne pas permettre aux patients de passer à la 3e phase qui est la phase de traitement. Donc c'est parfois très brutal parce que c'est la découverte sur une prise de sang d'un paramètre qui ne correspond pas à ce que souhaite le laboratoire, qui peut être parfaitement acceptable dans la vie quotidienne, mais le laboratoire a mis des critères et on a le devoir de respecter les critères d'inclusion qui nous sont fournis par le laboratoire. En règle générale, une fois qu'on a recueilli tous les éléments prévus par le bilan de sélection, ils sont transmis au laboratoire et c'est le laboratoire qui de toute façon valide la candidature du patient et nous autorise à aborder la phase de traitement. Donc ça, c'est important quand même, ce point-là, à relever, qu'il y a un autre décisionnaire que la communauté vraiment médicale, à proprement parler de son oncologue ou de vous qui suivez le patient. Oui, parce qu'on n'est pas dans du traitement de référence où on a l'expérience acquise, où on sait qu'on peut adapter par rapport au patient, accepter parfois des paramètres biologiques qui ne sont pas tout à fait à la norme. Là, comme on est dans des nouveaux médicaments, on a besoin quand même d'une certaine normalité, de façon à ce que l'analyse des événements qui vont arriver en cours de traitement soit la plus facile possible pour savoir si c'est le médicament qui est en cause sur une modification, par exemple, d'un paramètre biologique, ou si c'est un événement intercurrent. Donc on a vraiment quand même besoin d'une certaine homogénéité dans les patients qu'on va traiter, notamment en termes biologiques. Donc c'est vrai que c'est un élément qu'on soulève rapidement dans la consultation d'information. Si tous les critères sont respectés, si on a l'autorisation du laboratoire, on passera à la phase de traitement, qui est quand même l'objectif de la participation de la personne dans un essai. Et cette phase de traitement, la plupart du temps, l'initiation du traitement se fait le plus souvent au cours d'une hospitalisation, 24, 48 heures, ça dépend un petit peu du schéma d'administration. Et au cours de cette phase d'initiation du traitement, on débute les prélèvements sanguins de la pharmacocinétique, c'est-à-dire que c'est là où, à la première administration, on va voir comment le médicament se diffuse dans le corps, à quelle vitesse il va disparaître du sang si c'est un médicament par voie intraveineuse, à quel moment il va apparaître dans le compartiment sanguin si c'est un médicament par voie orale, et on va pouvoir suivre un petit peu son devenir dans le corps par ces différents prélèvements qui sont faits en général sur les 24 premières heures. D'accord. Donc souvent, effectivement, l'administration, le début de traitement est souvent fait en cours d'hospitalisation. Et puis après, il y a des visites régulières qui peuvent être, comme je le disais au départ, une fois par semaine pour pouvoir s'assurer que le patient ne développe pas d'effets secondaires qui soient trop importants et qui nécessitent d'ajouter des soins symptomatiques en fonction de ce qui peut survenir.